Alongside the personal grief that all my family are feeling, we also share with so many of you in the United Kingdom. La découverte des bijoux royaux disparus fit l'effet d'un coup de tonnerre à Buckingham Palace et au-delà déclenchant des rumeurs qui se transformèrent rapidement en tempête. La révélation ne fut pas le fruit d'une fuite progressive ou d'un aveu discret, mais plutôt d'un rapport officiel remis au plus haut niveau de la monarchie. C'était le 4 mai 2025, et tandis que le Royaume-Uni était encore aux prises avec les échos du conflit géopolitique en Ukraine et les changements d'équilibre des pouvoirs au sein de l'OTAN, une autre histoire commença à se jouer au sein même de la famille royale. Ce qui semblait à première vue être une violation du protocole interne se révéla bientôt être un scandale capable d'ébranler les fondements même de la couronne. Les biens de la reine Elisabeth II avaient été mis en sécurité en vertu d'une loi royale stricte avec la certitude qu'ils resteraient intacts pendant près d'un siècle. Parmi eux se trouvaient des bijoux inestimables, des journaux intimes et des objets de famille d'une valeur sentimentale inestimable. Selon la tradition établie, ces objets ne seraient ouverts que lorsque les futurs historiens seraient de près à réévaluer l'héritage de son règne. Pourtant, lorsque le trésorier royal s'est présenté et a admis avec force que plusieurs pièces étaient manquantes, la salle a été sous le choc. Il ne s'agissait pas seulement de pierres précieuses et de broches, il s'agissait de confiance d'héritage et de la fragile perception de la continuité entre un souverain et le suivant. La liste des objets disparus ne faisait qu'aggraver la crise. La broche du jubilé de saphir portée par Élisabeth durant sa 65e année de règne avait disparu. Le collier de perles qu'elle avait apporté aux funérailles de la princesse Diana, une pièce imprégnée à la fois de tristesse et de symbolisme, avait également disparu. Plus troublant encore étaient les journaux écrits de sa main pendant les jours sombres de la pandémie. Ces objets n'étaient pas faciles à remplacer ou à ignorer. C'étaient des artefacts qui reliaient à la monarchie actuelle, à son passé chargé d'histoire des fils conducteurs de la mémoire nationale. Leur absence était une blessure qui a saigné dans la conscience publique presque immédiatement dès que des rumeurs ont commencé à s'échapper des murs du palais. Le contexte de l'époque rendit cette révélation encore plus explosive. La Grande-Bretagne traversait un climat politique turbulent marqué par d'âpres débats sur les dépenses de défense tandis que le conflit en Europe de l'Est s'éternisait et que les alliés de l'OTAN accentuaient la pression sur Londres pour qu'elle engage davantage de ressources. Parallèlement, les inquiétudes nationales liées à la crise du coût de la vie et les vagues de grèves industrielles avaient lassé l'opinion publique de l'autorité. Lorsque les médias de la BBC à Reuters se sont emparés de l'histoire des héritages royaux disparus, elle a alimenté le récit plus large d'un pouvoir en état de siège. Les gros titres ont commencé à intégrer le drame du palais aux inquiétudes mondiales, le présentant comme un symptôme supplémentaire d'une époque marquée par la méfiance et les bouleversements. À l'intérieur du palais de Buckingham, la réaction fut immédiate et intense. Les membres de la famille royale comprenaient que la moindre suggestion de négligence ou d'irrégularité pouvait être dévastatrice. Les scandales royaux du passé avaient été maîtrisés, mais celui-ci était différent. Contrairement aux controverses personnelles, il touchait à la mémoire sacrée d'un monarque dont le décès avait été un moment national déterminant. Les funérailles de la reine Elisabeth avaient attiré des millions de téléspectateurs dans le monde entier et son image restait un symbole de stabilité. Que ces biens puissent être mal gérés ou pire délibérément confisqués suggérait une trahison des plus profondes. La monarchie ne pouvait se permettre de paraître faible ou négligente, surtout à une époque où le rôle mondial de la Grande-Bretagne était déjà sous surveillance. Les commentateurs ont rapidement établi des parallèles avec les crises institutionnelles passées, tout comme les scandales bancaires des décennies précédentes avaient érodé la confiance dans le secteur financier et tout, comme les guerres en Irak et en Afghanistan avaient ébranlé la confiance dans le jugement du gouvernement. Ce scandale pourrait également ébranler l'autorité symbolique de la couronne. Les analystes de Deutsche Welle et d'Al Jazeera ont souligné que dans un monde interconnecté, même des affaires de palais apparemment isolées avaient des répercussions. Une monarchie perçue comme compromise pourrait affaiblir le soft power de la Grande-Bretagne à un moment où alliés comme adversaires la surveillaient de près. Mais au-delà de la politique et de la perception internationale, l'affaire revêtait une portée profondément humaine. Les bijoux et journaux disparus n'étaient pas seulement des trésors, mais aussi des témoignages vivants d'une reine qui avait marqué une époque. Pour son fils, le roi Charles, cette brèche était personnelle. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de protocole, il s'agissait de la souillure de la mémoire de sa mère et par extension de sa propre capacité à préserver et protéger son héritage. En ce sens, le scandale a fusionné devoir public et deuil privé, plaçant le monarque à la fois dans le rôle de souverain et de fils, confronté à la trahison. Le palais a tenté de garder le silence sur les premières étapes, mais le silence s'est avéré impossible. À l'ère des réseaux sociaux, les spéculations ont comblé le vide plus vite que les déclarations officielles. Les communautés en ligne se sont demandé si les bijoux avaient été volés à des fins lucratives, s'ils avaient été déplacés intentionnellement au sein de la famille ou s'il s'agissait d'un jeu politique plus obscur.
Chaque théorie a trouvé un public enthousiaste, alimentant le sentiment que la vérité était insaisissable et le pouvoir opaque. Ce qui comptait le plus n'était pas seulement le vol lui-même, mais le sentiment de secret qui l'entourait. Alors que la première semaine de mai s'écoulait, la pression montait tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du palais. Les enquêteurs épluchaient de registres et archives, les journalistes traquèrent les rumeurs et le public exigeait des éclaircissements. Ce qui avait commencé comme une révélation discrète était désormais sur le point de devenir l'un des scandales marquants du règne de Charles. Les bijoux disparus étaient plus que de simples ornements. Ils étaient des symboles de continuité et leur absence menaçait de briser le récit du service et de la confiance que la monarchie devait impérativement préserver. Le décor était planté pour une confrontation non seulement à l'intérieur du palais, mais dans toute une nation qui se demandait si sa plus vénérable institution pouvait encore inspirer le respect dans un monde si prompt au doute. À l'intérieur du palais de Buckingham, le malaise grandissait de jour en jour. La disparition des joyaux n'était pas seulement une faille de sécurité, mais une épreuve de loyauté, et cette information pesait lourd dans chaque couloir et chaque pièce. Les premières réunions organisées après l'incident furent tendues et secrètes. Le roi Charles, encore en deuil, mais conscient de son devoir, ordonna que les discussions se tiennent à huis clos. Seuls les membres les plus anciens de la famille y étaient de conviés et même parmi eux, la suspicion commença à circuler discrètement, comme la fumée d'un incendie invisible. L'objectif n'était pas seulement de récupérer ce qui avait été volé, mais de protéger l'intégrité de la couronne de l'effondrement sous le poids des spéculations. Lors de ces premières séances, les fonctionnaires du palais étudièrent minutieusement tous les registres du trésor royal. Les registres ne présentaient aucun signe évident de falsification, mais il n'en restait pas moins que des objets physiques manquaient. Le prince William et la princesse Anne insistèrent pour que des comptes soient rendus, sachant que le scandale ne pourrait être maîtrisé indéfiniment. Leur approche reflétait le type de gestion de crise utilisée en temps de guerre, avec un cloisonnement strict des informations. Les rapports étaient acheminés vers une salle sécurisée et même le personnel de la maison était tenu au silence. Charles lui-même insista sur la nécessité de révéler la vérité discrètement avant que les accusations ne se répandent dans la presse. La couronne avait déjà été mise à l'épreuve, mais le vol de trésors lié à la défunte reine menaçait de faire naître des doutes sur la compétence au plus haut niveau. Le climat de secret a alimenté une forme de paranoïa. Certains ont commencé à se demander si des initiés avaient facilité la brèche. Des théories ont circulé, selon lesquelles un garde de confiance avait peut-être été soudoyé ou que des membres de la famille élargie avaient cherché à s'emparer de biens de famille pour leur propre lignée. Les analystes ont ensuite comparé cette étape de l'enquête à des crises politiques où les institutions se replient sur elles-mêmes, risquant ainsi une division interne. Selon des commentateurs de la BBC, le scandale royal en cours faisait écho à l'érosion de la confiance observée dans d'autres institutions européennes confrontées à des allégations de corruption. Si la monarchie accusait injustement les siens, elle pourrait se fracturer irrémédiablement, mais ne rien faire risquait de perdre complètement le contrôle du récit. Au milieu de cette tension, Charles prit la décision extraordinaire de diligenter une enquête parallèle sous l'autorité royale directe. Il convoqua son chef de sécurité le plus fidèle, un homme fort de plusieurs décennies d'expérience dans le renseignement, pour diriger l'enquête. La consigne était claire, la perquisition devait contourner les voies ordinaires et rester sous la surveillance personnelle du roi. Il ne s'agissait pas d'une affaire du Parlement ni des forces de police, mais d'une décision interne. En structurant les choses de cette manière, Charles signifiait à sa famille qu'il ne tolérerait aucun compromis, tout en risquant de donner l'impression que le palais cachait quelque chose. L'équilibre entre transparence et discrétion était ténu. Le secret qui régnait au palais coïncidait avec une pression croissante de l'extérieur. Alors que les médias internationaux commençaient à faire la une des journaux concernant la disparition d'objets de famille, des questions se posaient au Parlement quant à l'efficacité de la monarchie comme force stabilisatrice. Les critiques en profitèrent pour souligner le coût du maintien de la sécurité royale à une époque où les citoyens ordinaires étaient confrontés à des difficultés économiques. Reuters rapporta que des militants s'interrogeaient sur la manière dont des millions pouvaient être dépensés pour la sauvegarde d'objets d'art alors que les services de base étaient mis à mal par les mesures d'austérité. Dans ce contexte même, le moindre murmure de trahison interne se transformait en symbole d'élitisme et de détachement. Malgré ces dangers, le palais maintint son huis clos. Les enquêteurs interrogèrent discrètement le personnel, examinant les enregistrements de surveillance et les registres de quart avec une attention méticuleuse. Une avancée semblait lointaine et pourtant le roi insista sur la persévérance. Chaque jour qui passait sans réponse resserrait l'incertitude. Les commentateurs de la Deutsche Welle notèrent que la situation ressemblait à une crise de gouvernance à évolution lente où le silence des détenteurs du pouvoir ne faisait qu'alimenter la méfiance. La monarchie, habituée depuis longtemps à affronter les tempêtes en gardant son sang-froid, risquait désormais de paraître évasive plutôt que digne.
Le bilan psychologique des membres du palais fut lourd. Les gardes sentaient leur loyauté remise en question. Les domestiques chuchotaient nerveusement à l'idée d'être renvoyés. Même les membres les plus haut placés de la famille royale ressentèrent le poids de la suspicion. Pour le prince William, cet épisode soulignait le poids de la succession. Sa réaction face à cette crise allait façonner la perception publique de sa capacité à diriger à l'avenir. Pour la princesse Anne, ce scandale constituait un affront à la mémoire de sa mère, la poussant à exiger des mesures plus strictes et un examen plus approfondi. La dynamique familiale se transforma, les liens de confiance étant mis à rude épreuve comme jamais depuis des décennies de scandales publics. Au cœur de tout cela se trouvait Charles déchiré entre son rôle de père et de souverain. Il savait qu'accuser sans preuve briserait la fragile unité de la famille, mais ignorer la possibilité d'une implication interne affaiblirait son règne. Son choix d'autoriser une enquête indépendante marqua un tournant. Cette décision suggérait qu'il privilégiait la vérité au-delà de son confort personnel, mais elle l'exposait aussi à la possibilité de découvrir une trahison plus proche qu'il n'osait l'imaginer. La maison royale avait longtemps compté sur les rituels, la tradition et la discrétion pour maintenir sa cohésion. Elle devait désormais s'appuyer sur l'enquête, les preuves et peut-être la confrontation. À la fin de la semaine, le palais avait établi deux réalités parallèles. En apparence, les fonctionnaires gardèrent leur sang-froid, publiant de brèves déclarations indiquant que l'affaire était à l'étude et que l'héritage d'Élisabeth serait préservé. En revanche, chaque réunion laissait entendre que le temps pressait. La presse exigeait des réponses. Le public voulait des noms. Le roi exigeait justice. Entre ces exigences se dressait une maison déjà rongée par le poids des secrets. Le scandale avait commencé par la disparition de bijoux, mais il s'était transformé en une question plus profonde de loyauté, de transparence et de survie de la couronne elle-même. Lorsque la nouvelle de la disparition des objets de famille fut divulguée à la presse, la capacité du palais à contenir la crise s'était effondrée. Ce qui avait commencé comme une couverture prudente dans les journaux britanniques s'est rapidement transformé en une tempête médiatique mondiale. Les gros titres ont présenté le scandale en termes dramatiques, les trésors de la reine Élisabeth, disparu, le palais de Buckingham en proie à la tourmente et la monarchie elle-même assiégée. En quelques heures, les chaînes de télévision de New York à Berlin et de Dosa à Tokyo ont diffusé des reportages mêlant faits et conjectures, transformant l'affaire d'embarras national en un spectacle international. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi pour le Royaume-Uni. Alors que la guerre en Ukraine se poursuivait et que l'unité de l'OTAN était constamment mise à rude épreuve par les tensions économiques, le Royaume-Uni était déjà sous le regard scruté de ses alliés comme de ses adversaires. La couverture médiatique internationale a fréquemment lié le scandale du palais à des questions plus vastes de crédibilité nationale. Si la famille royale n'a pas su préserver son propre patrimoine, se sont interrogés les critiques. Comment pouvait-on espérer que le pays projette sa stabilité à l'étranger? Reuters a noté que même les médias d'État russes ont saisi l'occasion, présentant l'affaire comme une preuve du déclin de l'Occident. Cela a rappelé que le symbolisme a autant de poids en géopolitique que la puissance militaire ou économique. Les réseaux sociaux ont accéléré le phénomène. Les plateformes se sont remplies de spéculations, de mèmes et de théories du complot qui se sont propagées plus rapidement que n'importe quelle déclaration officielle. Certains utilisateurs ont suggéré que les bijoux avaient été volés pour financer des opérations politiques secrètes. D'autres ont affirmé que les rivalités familiales au sein de la maison royale avaient dégénéré. D'autres encore ont lié la disparition à des récits plus vastes de corruption au sein des élites occidentales. Sur TikTok et Twitter, les publications les plus populaires ont cumulé des millions de vues en quelques heures, façonnant l'opinion publique plus fortement que les communiqués soigneusement rédigés du palais. Les analystes de la BBC ont observé que l'environnement numérique avait modifié l'équilibre des pouvoirs. La monarchie ne pouvait plus compter sur le silence et la dignité. Elle devait répondre à un cœur numérique exigeant la transparence. Parallèlement, les médias traditionnels ont suivi l'affaire avec intensité. The Guardian et The Times ont mené des enquêtes détaillées sur les finances du palais et les budgets de sécurité. Deutsche Welle a souligné le contraste entre les dépenses somptueuses consacrées aux cérémonies royales et la réalité des mesures d'austérité imposées aux Britanniques ordinaires. Al Jazeera a mis en lumière l'héritage colonial des trésors britanniques, ravivant le débat sur la nécessité de conserver ces objets secrets alors que la population était en difficulté économique. Chaque angle a renforcé la résonance du scandale, le projetant bien au-delà des portes du palais et l'inscrivant dans des débats plus larges sur la justice, les privilèges et la responsabilité. Pour la famille royale, la pression était étouffante. Le prince William s'est révélé au grand jour par une déclaration soigneusement formulée promettant que les enquêtes internes et externes porteraient leurs fruits. Son sang-froid a suscité quelques éloges, mais n'a pas satisfait la soif de détails. Le public voulait savoir qui était responsable et pas seulement que l'affaire était en cours d'examen.
Les commentateurs ont souligné que la brève apparition de William reflétait des stratégies politiques de communication contrôlées, mais risquait de paraître distant. À une époque où l'authenticité prime souvent sur la retenue, son refus de répondre aux questions a laissé beaucoup de gens frustrés. Pendant ce temps, Charles était confronté à son propre moment de vérité. Pour un monarque qui avait promis la continuité après le décès de sa mère, le scandale était profondément personnel. Les objets disparus symbolisaient à la fois un abus de confiance et une atteinte à l'héritage familial. Des sources proches du palais suggéraient que sa décision de lancer une enquête interne secrète reflétait non seulement un désir de contrôle, mais aussi un profond sentiment de vulnérabilité. Il ne pouvait laisser la couronne paraître faible, mais il savait que révéler une trahison au sein de sa propre maison lui infligerait des blessures qui pourraient ne jamais guérir complètement. Les réactions internationales n'ont fait qu'accroître les enjeux. À Washington, les analystes ont souligné l'ironie de voir la Grande-Bretagne aux prises avec un scandale royal tout en appelant à une plus grande discipline parmi ses alliés de l'OTAN. À Paris et à Berlin, les journaux se sont demandé si la monarchie était en train de devenir un handicap pour l'image de la Grande-Bretagne à l'étranger. Même au sein des pays du Commonwealth, les commentateurs se sont demandé si la loyauté envers la couronne avait encore un sens alors que l'institution semblait rongée par des conflits internes. Ces discussions ont souligné que le scandale ne concernait pas seulement les bijoux, mais le rôle symbolique de la monarchie dans un monde turbulent. La tempête médiatique qui s'est déclenchée a également mis en lumière l'évolution du rapport entre tradition et modernité. Pendant des siècles, la monarchie britannique a résisté aux tempêtes en se drapant dans le rituel et la discrétion. Pourtant, en 2025, l'information circulait trop vite et trop largement pour que ces méthodes puissent réussir. Toute tentative de retenue était interprétée comme une évasion. Chaque silence officiel nourrissait la rumeur. Les analystes de CNN ont souligné que la crise révélait un paradoxe: la force de la monarchie résidait dans son mystère intemporel, mais à l'ère du numérique, ce mystère pouvait être instrumentalisé contre elle. À l'approche de la deuxième semaine de mai, la patience du public s'est émoussée. Les questions ont dominé les talk-shows, les éditoriaux et même les débats parlementaires. La famille royale devait-elle être soumise à la même transparence que celle exigée des institutions gouvernementales ? La confiance du public pourrait-elle être restaurée si aucun coupable n'était clairement désigné ? Certains parlementaires ont réclamé une enquête indépendante, tandis que des militants exigeaient des audits de la collection royale. Ce qui n'était au départ que des murmures au sein du palais menaçait désormais de se transformer en réforme politique. La disparition des joyaux n'était plus seulement une affaire interne. Elle était devenue le reflet d'une nation déjà aux prises avec des inquiétudes économiques, des dilemmes de politique étrangère et des questions d'identité. L'effervescence médiatique a fait en sorte que chaque action du palais soit décortiquée et débattue, tandis que les observateurs internationaux interprétèrent le scandale comme une métaphore de la place incertaine de la Grande-Bretagne dans le monde. La famille royale avait cherché à garder le contrôle du récit, mais à la mi-mai, il était clair que celui-ci lui avait complètement échappé. Ce qui nous attendait n'était pas seulement une enquête sur les objets de famille disparus, mais un test pour savoir si la monarchie elle-même pouvait résister à un feu des projecteurs implacable et impitoyable. Le tournant de la crise naissante ne résulta pas des bureaux raffinés des conseillers principaux, mais de la persévérance des enquêteurs travaillant discrètement dans l'ombre du palais de Buckingham. Après des jours de recherches approfondies, d'interrogatoires et d'innombrables vérifications des registres d'entrée, l'équipe se retrouva dans une impasse. Chaque document semblait intact, chaque caméra ne présentait aucune anomalie et les protocoles de sécurité semblaient intacts. Pourtant, les joyaux restaient absents, telle une blessure fantôme hantant le cœur de la monarchie. Le sentiment d'inutilité commençait à peser lourdement sur ceux chargés de trouver des réponses, jusqu'à ce qu'une séance de vérification nocturne apporte une première étincelle de clarté. C'est au cours d'une de ces longues veillées dans la salle des archives du sous-sol qu'un analyste junior remarqua une irrégularité. Le nom d'un garde figurait sur le registre des gardes quelques heures avant le début de son service sans mention de départ correspondante. À première vue, cela ressemblait à une erreur administrative, mais à y regarder de plus près, cela soulevait des questions troublantes. Pourquoi un garde fort de 10 ans de service enfreignait-il soudainement le protocole de manière aussi flagrante et pourquoi l'erreur n'avait-elle pas été détectée plus tôt ? La comparaison de cette anomalie avec les relevés téléphoniques fit une découverte effrayante. Le même matin, aux premières heures précédant l'aube, un appel non enregistré avait été passé sur le téléphone personnel de ce garde. L'origine de l'appel remontait non pas à une ligne extérieure, mais à un appareil situé au palais de Buckingham. Cette révélation transforma l'enquête. Ce qui avait été interprété comme une possible négligence ou une infraction mineure portait désormais les signes évidents d'une orchestration interne. La possibilité d'un vol externe diminua considérablement, remplacée par l'idée bien plus inquiétante qu'une personne disposant d'un accès et d'une influence considérable avait orchestré le retrait des trésors.
Le chef de la sécurité, Sir Clement McAllister, présenta les conclusions directement au roi Charles. Les implications étaient graves, la disparition des objets de famille n'était pas le résultat d'une négligence, mais d'une manipulation délibérée menée au cœur même de la résidence royale. Le palais ne pouvait plus prétendre qu'il s'agissait d'une simple affaire de perte d'objets. Les preuves indiquaient une opération d'initié qui avait exploité la loyauté du personnel par l'intimidation et des promesses d'aide financière. Dans le cas du garde dont le dossier avait été signalé, les enquêteurs ont appris qu'il avait subi une immense pression personnelle avec une épouse malade nécessitant des soins médicaux coûteux. Le mystérieux interlocuteur le savait et avait exploité sa vulnérabilité offrant de l'argent et invoquant la prétendue autorité de la couronne. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre au sein de l'équipe dressant le portrait d'une exploitation calculée qui a choqué même les enquêteurs les plus aguerris. Le fait que l'appel provienne de l'intérieur du palais réduisit le nombre de suspects à un cercle inconfortablement restreint. Cela signifiait que l'auteur n'était pas un inconnu mais quelqu'un qui vivait et travaillait sous le même toit que le roi lui-même. Cette découverte orienta l'enquête vers l'intérieur au point de mettre mal à l'aise même les membres les plus haut placés de la famille royale. Des rapports ultérieurs décrivirent l'atmosphère comme une méfiance étouffante où chaque interaction était teintée de suspicion. Les domestiques évitaient le contact visuel, les courtisans chuchotaient prudemment et même les liens familiaux les plus proches étaient mis à rude épreuve par le poids de la situation. Les observateurs internationaux ont saisi cette avancée comme la preuve que la monarchie était confrontée à une crise bien plus profonde que la disparition de ses joyaux. Les commentateurs de la Deutsche Welle ont soutenu que le scandale ne concernait plus la sécurité, mais la légitimité. Si la trahison pouvait prendre racine au sein même du palais de Buckingham, comment la monarchie pouvait-elle espérer incarner l'unité nationale Al Jazeera a suggéré que l'épisode révélait la vulnérabilité des institutions fondées sur le secret à l'ère de la transparence. Reuters, quant à lui, a présenté l'enquête comme une métaphore des difficultés plus vastes de la Grande-Bretagne, un État tiraillé entre tradition et contrôle moderne, les anciens systèmes s'effondrant sous la pression des attentes modernes. Le moment décisif survint lorsqu'une perquisition discrète des appartements royaux privés fut ordonnée sous l'autorité de Charles. Contrairement aux gardes en uniforme, les servantes et les valets personnels furent chargés de l'inspection avec pour instruction de se déplacer silencieusement et sans éveiller les soupçons. Pendant 2 jours, rien ne sortit. Les chambres de Guillaume et Édouard étaient de propres. Même les appartements du roi ne livrèrent aucun indice. Puis, une découverte rompit ce calme fragile. Caché dans un coffret à bijoux d'enfant dans l'aile privée de la famille de la reine Camilla, se trouvait la broche du jubilé de saphir indubitable et authentique. L'objet n'avait pas quitté le caveau royal depuis le décès d'Élisabeth, et sa soudaine apparition hors de la garde officielle ne laissait guère de place au doute. Pour Charles, la révélation fut dévastatrice. Les preuves placèrent le scandale dans son cercle le plus proche, reliant le trésor disparu directement à la maison de son épouse. Si certains conseillers appelaient à la retenue, la réalité était impossible à ignorer. Un joyau lié à l'héritage de la défunte reine avait été retrouvé dissimulé chez la petite-fille de Camilla. Combiné au relevé téléphonique, reliant l'appel suspect à son aile privée, le récit était indéniable. Ce qui avait commencé comme des rumeurs de vol s'était transformé en une série de preuves pointant vers une trahison au plus haut niveau. Cette découverte fit plus que marquer une avancée décisive. Elle prépara le terrain pour une confrontation. Charles comprit que le scandale avait atteint un point où le silence ne pouvait plus protéger la couronne. La survie de la monarchie dépendait d'une action décisive, même si cela impliquait de se retourner contre les membres de sa propre famille. La broche retrouvée dans l'ombre des appartements de Camilla n'était plus un simple bijou. Elle était devenue un symbole de trahison, preuve que la crise n'était pas le résultat de forces extérieures, mais de fractures au sein même de la famille royale. La révélation de la découverte d'un bijou appartenant à la défunte reine Élisabeth dans les appartements privés de la famille de la reine Camilla provoqua une onde de choc au sein de la monarchie. Il n'était plus possible de réduire le scandale à des héritages égarés ou à une erreur administrative. Les preuves accusaient sans équivoque l'épouse du roi et cette réalité imposait une confrontation. Pour Charles, la décision était aussi douloureuse qu'inévitable. Il devait peser la loyauté d'une épouse contre la crédibilité durable de la couronne et dans ce calcul, il ne pouvait y avoir qu'une seule issue. Le palais se prépara pour ce qui allait devenir l'une des réunions les plus importantes du règne de Charles. Les membres de la famille royale se réunirent dans une chambre privée rejoints par des agents de sécurité de confiance qui exposèrent les conclusions dans les moindres détails. La broche du jubilé de saphir dont l'authenticité avait été confirmée avait été retracée du coffre-fort jusqu'à l'aile de la maison de Camilla. L'appel téléphonique non enregistré qui avait incité un garde du palais à enfreindre le protocole provenait de la même aile. Prises ensemble, les preuves construisaient le récit d'une orchestration délibérée. Même ceux qui avaient longtemps défendu Camilla avaient du mal à contester l'enchaînement des faits. Charles écouta en silence la présentation de l'affaire.
Le poids de l'histoire semblait peser sur lui à cet instant. Il ne s'agissait pas seulement de bijoux, ni même de trahison au sein de son mariage. Il s'agissait de l'autorité morale de la monarchie, une autorité déjà mise à l'épreuve par le scepticisme du public et la surveillance incessante des médias. La couronne avait survécu à des guerres, des abdications et des scandales personnels par le passé, mais jamais elle n'avait été confrontée à une crise liant aussi directement la pérennité de l'institution au comportement de sa reine consort. Lorsque Camilla fut convoquée, l'atmosphère était lourde d'espoir. Elle garda son sang-froid, niant avoir agi par vol. Elle insista sur le fait que la défunte reine lui avait promis le joyau et qu'elle n'avait honoré sa promesse qu'en revendiquant ce qu'elle croyait lui appartenir un jour. Pour elle, il s'agissait d'un héritage plutôt que d'une trahison. Pourtant, cette défense pesait peu face au secret, à la tromperie et à la manipulation révélée par l'enquête. Pour le roi et ses conseillers, la justification ne pouvait effacer l'acte de dissimulation. La confrontation se transforma en une épreuve de principe. Charles, bien que visiblement peiné, comprenait que la survie de la monarchie dépendait du sacrifice. Il dépouilla Camilla de ses fonctions cérémonielles, de ses titres et de ses droits futurs sur les biens royaux pour elle-même ou ses descendants. C'était une décision sans précédent qui exilait de fait son influence des rouages internes de la couronne. Cette annonce ne fut pas faite comme une réprimande privée, mais comme une déclaration aux membres de la famille royale et aux hauts fonctionnaires, garantissant ainsi que sa détermination ne fasse aucun doute. La réaction en Grande-Bretagne fut immédiate et partagée. Certains exprimèrent leur soulagement face à la détermination de Charles, y voyant une défense de la tradition et de la responsabilité. D'autres exprimèrent leur sympathie pour Camilla, suggérant qu'elle avait été injustement ciblée par la politique du palais. Sur les réseaux sociaux, le débat s'enflamma, les hashtags louant l'intégrité du roi, rivalisant avec ceux déplorant ce qu'ils considéraient comme une cruelle humiliation de son épouse. Les analystes de Reuters notèrent que si cette décision rétablissait une certaine confiance du public dans la détermination de Charles, elle creusait également les fractures au sein de la famille royale et laissait en suspens les questions de succession. La presse internationale a accueilli cette décision comme un tournant. La Deutsche Welle l'a présentée comme une affirmation que la monarchie pouvait encore s'adapter en demandant des comptes à ses plus hauts responsables. Al Jazeera a souligné la gravité des conséquences, la décrivant comme l'une des sanctions disciplinaires les plus sévères de l'histoire royale moderne. La BBC a mis l'accent sur le contexte plus large, soulignant que la décision de Charles s'inscrivait dans une tendance observée dans toute l'Europe confrontée à la pression publique pour faire preuve de transparence en période de crise. Dans chaque compte-rendu, la même conclusion s'est dégagée: la couronne avait privilégié la survie au sentiment. À l'intérieur du palais, l'ambiance était sombre. Pour ceux qui avaient servi sous Élisabeth et Charles, le scandale rappelait l'équilibre fragile sur lequel repose la monarchie. La confiance, une fois brisée, était difficile à rétablir. La chute de Camilla ne fut pas célébrée par le personnel, mais perçue avec une certaine tristesse, comme si une vieille histoire de loyauté et de trahison s'était répétée sous une autre forme. Pour Guillaume et Anne, cette décision renforçait la gravité de leur rôle. Ils hériteraient un jour non seulement de titres, mais aussi du fardeau de gérer des crises où liens familiaux et devoirs publics se heurteraient. Cette confrontation portait également des traces historiques. Les observateurs ont établi un parallèle avec la crise des abdications des années 1930, lorsque les choix personnels menaçaient la stabilité de la couronne. Pourtant, contrairement à Édouard VIII, qui avait renoncé au trône par amour, Charles avait choisi de défendre la monarchie même au prix de la dignité de son mariage. Le symbolisme était indéniable. En 2025, l'institution monarchique a réaffirmé que le service et le sacrifice priment sur les liens personnels. À la tombée de la nuit, le jour de la destitution de Camilla, les journaux télévisés de tout le Royaume-Uni relayaient l'information. Les caméras rediffusaient des images du visage solennel de Charles confirmant la décision. Les analystes spéculaient sur les conséquences de cette décision pour l'avenir. Renforcerait-elle la monarchie en faisant preuve de responsabilité ou l'affaiblirait-elle en révélant de profondes fractures dans les salons de toute la Grande-Bretagne et dans les gros titres du monde entier? La chute de Camilla est devenue une image marquante de la lutte de la monarchie pour rester à la fois ancienne et pertinente dans une époque moderne impitoyable. Les conséquences de la destitution de la reine Camilla se sont répercutées en Grande-Bretagne et au-delà, laissant la monarchie confrontée au double défi de restaurer sa crédibilité et de gérer une opinion publique divisée. Pour le roi Charles, la décision de priver son épouse de ses fonctions et privilèges cérémoniels était à la fois nécessaire et douloureuse, un choix qui soulignait son engagement à préserver la couronne au-delà de ses attaches personnelles. Pourtant, si de nombreux citoyens ont salué sa détermination, d'autres se sont demandé si justice avait été réellement rendue ou si cette décision reflétait des divisions plus profondes au sein de la famille royale. Les réactions du public étaient partagées selon les générations et les opinions politiques. Les citoyens plus âgés ayant vécu sous le règne d'Élisabeth II considéraient largement le règne de Charles comme un acte de devoir, un rappel solennel que la monarchie doit incarner la responsabilité.
À leurs yeux, la justification de Camilla pesait peu. La dissimulation d'un trésor national, quel qu'en soit le motif, était inexcusable. Parmi les jeunes Britanniques, en revanche, la sympathie pour Camilla gagnait du terrain. Les commentateurs notèrent que sa défense, affirmant que le joyau avait été promis par Élisabeth elle-même, trouvait un écho auprès des sceptiques face à une tradition rigide. Pour ces critiques, la punition ressemblait moins à de la justice qu'à un exemple de politique de palais menée au plus haut niveau. Les réactions internationales ont amplifié le débat. Reuters a présenté la décision comme une tentative calculée de se donner une image de force à un moment où la Grande-Bretagne devait rassurer ses alliés sur sa stabilité. Les analystes de la BBC ont souligné que si la décision a mis un terme au scandale immédiat, elle risquait d'alimenter un sentiment de fragilité au sein de la monarchie. Sur Al Jazeera, des articles d'opinion ont établi des parallèles avec les familles politiques du Moyen-Orient et d'Asie du Sud, où les accusations de favoritisme et de trahison caractérisent souvent les luttes de pouvoir. Le message était cohérent d'un média à l'autre, il ne s'agissait pas simplement d'un drame royal, mais d'une crise ayant un poids symbolique pour l'identité britannique sur la scène internationale. Pour le palais lui-même, les retombées ont déclenché une période d'introspection. Les protocoles de sécurité ont été repensés avec de nouveaux niveaux de surveillance et des contrôles plus stricts sur l'accès aux collections royales. Les servantes et les valets, autrefois gardiens invisibles de la vie quotidienne, se sont retrouvés au centre d'une surveillance accrue. La confiance qui avait longtemps défini la relation entre les membres de la famille royale et leurs serviteurs a été brisée, remplacée par un système de contrôle et d'audit formel. Les analystes de la Deutsche Welle ont observé que ce changement reflétait des évolutions plus larges de la gouvernance à l'échelle mondiale, où la tradition a progressivement cédé la place à un contrôle bureaucratique afin de restaurer la confiance du public. La monarchie a également été confrontée à une nouvelle vague de surveillance politique. Des députés se sont demandé si la maison royale devait rester exemptée des normes de transparence appliquées aux institutions publiques. Certains ont même réclamé des audits partiels du Royal Collection Trust, citant le scandale comme preuve que le secret permettait des abus. Si ces propositions n'ont pas abouti à un démantèlement des privilèges de la monarchie, elles ont mis en évidence un changement de climat politique. Alors qu'autrefois, les scandales royaux étaient traités comme des affaires privées. Ils étaient désormais considérés comme des questions de responsabilité nationale. L'institution ne pouvait plus se démarquer des valeurs démocratiques de la société qu'elle représentait. Pour Charles, le prix à payer fut immense. Son discours télévisé à la nation, prononcé sur un ton mesuré, indiqua clairement que cette décision était une source de tristesse plutôt que de triomphe. Il insista sur le fait que la couronne devait toujours primer sur les liens personnels, une déclaration qui reflétait l'éthique du devoir qu'Élisabeth avait toujours défendue. Les observateurs remarquèrent la tension dans sa voix, la lassitude d'un monarque confronté à la trahison au sein de sa maison. Pourtant, c'est précisément cette image, celle d'un roi sacrifiant son confort personnel à la survie institutionnelle, qui lui redonna une certaine crédibilité aux yeux de nombreux citoyens. L'affaire s'est également propagée au sein du Commonwealth, où les débats sur le républicanisme ont pris un nouvel essor. En Australie et au Canada, les dirigeants politiques ont de nouveau appelé à la rupture des liens constitutionnels avec la couronne britannique. Dans les Caraïbes, des militants ont profité du scandale pour affirmer que la monarchie symbolisait un privilège désuet plutôt qu'un héritage commun. Le moment était particulièrement sensible, la Grande-Bretagne continuant de prôner l'unité entre ses alliés en réponse aux crises géopolitiques impliquant la Russie, la Chine et le Moyen-Orient. Ce scandale a fourni aux critiques de nouvelles raisons de se demander si la monarchie demeurait un atout ou un handicap pour étendre son influence nationale. Au fil des semaines, le récit est passé du scandale à l'héritage. Les historiens se sont interrogés sur la façon dont la décision de Charles resterait dans les mémoires comme un moment de force préservant l'intégrité de la monarchie ou comme une rupture révélant sa fragilité. Des comparaisons ont été établies avec la crise d'abdication du XXe siècle, à la différence près que cette fois la couronne avait privilégié les principes au sentiment. Les analystes ont suggéré que cette décision pourrait créer un précédent signalant que même les plus proches du trône n'étaient pas au-dessus de leurs responsabilités. À une époque marquée par le scepticisme du public envers les institutions, ce précédent avait un poids considérable. En fin de compte, le sort de Camilla est devenu le symbole du paradoxe de la monarchie. L'institution s'appuie sur les liens familiaux pour projeter la continuité, mais ces mêmes liens peuvent se briser sous la pression du devoir. En choisissant d'agir contre son épouse, Charles a démontré que la loyauté envers la tradition l'emportait sur l'attachement personnel. Cette décision a restauré la confiance de beaucoup, mais a également laissé une marque indélébile sur la maison royale. Elle a soulevé une question délicate qui perdure encore: la monarchie peut-elle survivre à la tension entre ses vulnérabilités humaines et son rôle symbolique de pilier de l'unité nationale? Le scandale des bijoux disparus disparaîtra peut-être des gros titres, mais son impact perdurera.
Il a rappelé à la Grande-Bretagne et au monde que les institutions, aussi anciennes soient-elles, reposent sur des fondements fragiles de confiance. Il a exposé la monarchie à un contrôle auquel elle ne pourra plus jamais échapper complètement. Et il a contraint les membres de la famille royale comme les citoyens à affronter une vérité intemporelle, la responsabilité bien que douloureuse, est le prix de la survie à une époque où la tradition seule ne